Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de ce cours sur le contrôle de qualité par dosage. Nous allons parler ici du dosage par titrage. Donc dans un premier temps, nous allons voir le principe du dosage par titrage et puis dans un deuxième temps, des méthodes qui permettent de repérer l'équivalence. Alors commençons dans un premier temps par définir ce qu'est donc le titrage d'une solution ou le dosage par titrage d'une solution. Eh bien, c'est le fait d'utiliser une réaction chimique pour déterminer une quantité de matière ou une concentration, la concentration d'une solution. Alors, à la différence donc, du dosage par étalonnage que l'on avait vu précédemment, ici, l'espèce dont on veut connaître la concentration ou la quantité de matière sera détruite. Alors, pour réaliser ce titrage, nous allons utiliser un montage qui est relativement simple. Nous allons utiliser donc une burette dans laquelle nous allons placer une solution de concentration connue. C'est ce qu'on va appeler la solution titrante. Donc, on va l'appeler ici solution A. Et puis dans un bécher, on va placer donc la solution de concentration inconnue. Donc c'est la solution titrée ou la solution attitrée qu'on appellera nous solution B. Et on place donc le dispositif sur un agitateur magnétique. Donc le principe du titrage, c'est de verser petit à petit la solution A contenue dans la burette dans le bécher. Il y a donc une réaction chimique qui va se passer entre ces deux solutions. Et le but du titrage, c'est de trouver le moment où la solution B aura totalement réagi avec la solution A. Et c'est ce qu'on va appeler l'équivalence. Bien, donc voyons un peu plus en détail le principe de ce titrage. Donc nous avons nos deux solutions, A et B. Donc la solution B, c'est celle dont on veut déterminer la concentration. Et on va suivre donc en fait l'évolution des quantités de matière à l'intérieur du bécher en fonction du volume de solution A qui a été versé. Alors, on va prendre un cas général dans lequel la solution A et la solution B vont réagir donc suivant cette équation-là. Alors, regardons ce qui va se passer donc, dans ce bécher. Eh bien, avant de commencer notre titrage, eh bien, nous avons donc que la solution B. Et puis, au fur et à mesure que l'on va verser la solution A dans le bécher, eh bien, donc, la quantité de matière de solution B va diminuer. Et cela jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de solution B. Ensuite, lorsqu'on va continuer à verser la solution A, eh bien, elle ne réagira plus avec la solution B puisqu'il n'y en a plus, donc sa quantité va augmenter sa quantité va augmenter dans le bécher. On peut donc voir qu'il y a deux phases au cours de ce titrage. Une première phase au cours de laquelle B est en excès, et puis la deuxième phase dans laquelle effectivement A est en excès. Alors ce qui nous intéresse nous dans ce titrage, c'est le point ici où les deux réactifs ont réagi et il n'y a plus ni de A ni de B. Ce moment, c'est ce qu'on appelle donc l'équivalence. C'est en fait le moment du titrage où les réactifs ont été introduits exactement dans les proportions stoichiométriques. Donc, on a versé la quantité exacte de A qui permet donc de faire réagir la quantité de B présente dans la solution. Donc, à l'équivalence, il n'y a ni A ni B. Les deux réactifs ont disparu, ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. On va donc voir par la suite que si on arrive à repérer donc ce moment de l'équivalence, on va pouvoir déterminer exactement la quantité de matière ou la concentration de la solution B. Pour réaliser ce titrage, il faut que la réaction de titrage ait certaines qualités, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit totale, rapide et unique. Si ce n'est pas le cas, ça sera beaucoup plus compliqué, voire quasiment impossible.
Alors, nous allons regarder ce qui se passe à l'équivalence grâce à un tableau d'avancement. Donc, on complète notre tableau d'avancement. Et donc, dans la dernière ligne, on va regarder ce qui se passe à l'équivalence. Alors, on a dit tout à l'heure que à l'équivalence, c'était le moment où effectivement les réactifs avaient été introduits dans les proportions stoichiométriques. Mais ce qui se fait que les quantités de matière de A et de B à l'équivalence, eh ben, elles sont nulles. On va donc pouvoir écrire à l'équivalence que le Na moins AX est égal à 0, NB moins BX est égal à 0 aussi, ce qui fait qu'on va pouvoir en déduire l'avancement à l'équivalence. Donc ça sera d'une part égal à Na sur A, le coefficient stoichiométrique pour le réactif A, mais c'est aussi égal donc à NB sur B, B le coefficient stoichiométrique donc du réactif B. On obtient donc une relation qui est très importante pour nous pour déterminer justement les concentrations ou les quantités de matière lors du titrage. Eh bien, Na, la quantité de matière de A sur A, son coefficient stoichiométrique, est égal à NB, quantité de matière du réactif B sur B, son coefficient stoichiométrique. Donc voilà, à l'équivalence, voilà cette relation qui va nous être très utile pour déterminer les quantités de matière et les concentrations. Alors, nous allons voir tout cela sur un exemple. Imaginons que la réaction support du titrage soit celle qui est présentée ici, c'est-à-dire que 3A plus 5B va donner donc 2C plus 3D. On va prendre donc deux solutions. La solution A, donc on connaît sa concentration, 0,15 mol par litre. Le volume équivalent qui aura été versé au cours du titrage, 12 millilitres. La solution B, dont on ne connaît pas la concentration. Et le volume VB de solution qui a été prélevé, 50 millilitres. À l'équivalence, eh ben, on va pouvoir écrire que 3A, la quantité, Na, la quantité de matière de A sur 3, son coefficient stoichiométrique, est égal à NB sur 5. Si on exprime la quantité de matière en fonction de la concentration et du volume, on va pouvoir écrire donc CAVA sur 3 est égal à CBVB sur 5. Ce qui fait qu'on va pouvoir déterminer CB, la concentration, que l'on ne connaissait pas. Donc ça sera égal à 5 CAVA sur 3 VB. Il suffit de remplacer par les différentes valeurs et on trouve ici une concentration de 0,060 mol par litre. Une petite remarque avant de poursuivre, le volume VA qui a été versé correspond en fait au volume à l'équivalence. Donc il vaudrait mieux noter à la place de VA, VEC. Donc voilà, on a réussi à titrer notre solution B, c'est-à-dire à déterminer sa concentration. Alors, on a vu qu'il était relativement simple de déterminer une concentration inconnue, mais pour cela, il faut d'abord donc repérer l'équivalence. Donc, pour repérer l'équivalence, il y a plusieurs possibilités. Tout va dépendre en fait des solutions A et B. Alors, le premier cas, si A et B n'ont pas la même couleur, mais il va être relativement simple de repérer cette équivalence. On va le voir effectivement à partir de cette petite vidéo. Donc ici, voilà, on voit bien effectivement le changement de couleur lorsqu'on va passer du réactif A au réactif B dans la solution. Ce type de dosage, c'est ce qu'on appelle donc un dosage colorimétrique. Donc l'équivalence correspond effectivement au basculement d'une couleur à une autre. Deuxième cas, si A et B sont des acides et des bases. Eh bien, dans ce cas-là, on va donc mesurer le pH de la solution dans le bécher et noter la variation du pH en fonction du volume qui a été versé. Donc là aussi, on va avoir un basculement, donc le pH qui va varier de façon relativement forte, brutale,
et qui va nous permettre effectivement de repérer cette équivalence. Ce type de dosage, c'est ce qu'on appelle un dosage pH métrique. Et troisième possibilité, si des ions interviennent dans la réaction, eh bien cette fois, on va pouvoir mesurer la conductivité de la solution. Et là aussi, on va avoir un changement de conductivité de la solution au moment donc de l'équivalence. Donc ce type de dosage est ce qu'on appelle un dosage conductimétrique. Nous allons donc voir maintenant un peu plus en détail chacun de ces trois types de dosage. Commençons donc par les dosages colorimétriques. Donc c'est le cas où A et B n'ont pas la même couleur. Dans toute la première partie du dosage, c'est-à-dire avant l'équivalence, le réactif B est en excès, donc la solution contenue dans le bécher aura la couleur du réactif B. Après l'équivalence, le réactif B a complètement disparu, c'est donc le réactif A qui va se retrouver en solution dans notre bécher, donc la solution aura la couleur du réactif A. Bien, donc voilà, c'est relativement simple de repérer l'équivalence dans ce cas-là, et en général, ça se fait à la goutte près. Alors, on va regarder un exemple à partir d'une vidéo. Donc, on a une solution de diode. Ce diode, on va le faire réagir avec des ions sulfate, donc la coloration va diminuer progressivement. Et alors, comme c'est relativement progressif, on rajoute un produit qui noircit au contact du diode et qui va nous permettre de repérer plus facilement le changement de couleur. Donc, on continue à verser et voilà, là, on vient de passer donc l'équivalence. Pour faire un dosage pH métrique, eh bien, on va placer un pH mètre dans le bécher contenant la solution B. Nous allons verser la solution A dans la solution B, dans le bécher, et on va relever les valeurs de pH en fonction du volume qui a été versé. Alors, pour pouvoir repérer l'équivalence, donc vous constatez qu'effectivement, il y a une première phase dans laquelle le pH augmente légèrement, puis une brusque augmentation du pH, et de nouveau une troisième phase dans laquelle le pH évolue très peu. Alors, plusieurs méthodes pour repérer justement cette équivalence. Donc la première, c'est ce qu'on appelle donc la méthode des tangentes. Alors, pour cela, nous allons tracer en fait la tangente à la courbe avant le saut de pH, et puis nous allons tracer une deuxième tangente qui est parallèle à la première, mais cette fois après le saut de pH. Ensuite, nous allons tracer donc une troisième droite qui est parallèle aux deux et qui se situe donc à égale distance des deux tangentes. Le point d'intersection donc de cette droite en vert avec la courbe représentant la variation du pH en fonction du volume va nous permettre de déterminer le volume équivalent dans un premier temps, et puis on va pouvoir déterminer aussi le pH à l'équivalence. La deuxième méthode est ce qu'on appelle donc la méthode de la dérivée. Donc lorsqu'on dispose d'un ordinateur, que l'on a rentré en fait nos différentes valeurs de pH en fonction du volume, on va pouvoir tracer aussi donc la dérivée en fait de la variation du pH en fonction du volume. Alors comme il y a effectivement un brusque changement de pente, eh bien la dérivée va former un pic qui va nous permettre de repérer ce volume équivalent. Troisième méthode, on va utiliser un indicateur coloré. Donc il faut bien choisir notre indicateur coloré de façon à ce que le changement de couleur se fasse au niveau de l'équivalence. Donc ici c'est le cas du BBT, le bleu bromothymol. Donc on a bien le changement de couleur qui se fait pile au niveau de l'équivalence. Donc on va le voir ça avec un petit exemple en vidéo. Donc voilà.
Voilà, nous venons de passer l'équivalence, donc on voit bien le changement de couleur qui se fait grâce à l'indicateur coloré. Dernier type de dosage que nous allons voir dans ce cours, le dosage conductimétrique. Donc, ce sont des dosages que l'on peut réaliser lorsqu'il y a des ions qui vont intervenir donc, dans la réaction. Alors, c'est le cas ici. On veut doser la quantité d'ions Ag+, et nous allons le faire grâce à une solution de chlorure de sodium, puisque donc les ions Ag+, vont réagir avec les ions Cl- et former du chlorure d'argent solide. Donc, nous allons mesurer la conductivité au cours de ce dosage. On va donc obtenir des courbes qui vont ressembler à ça. Alors pour repérer le volume équivalent, ben, c'est relativement simple. On va tracer donc deux demi-droites, une demi-droite avant l'équivalence, et puis la deuxième droite, deux demi-droites après l'équivalence, pardon. Et puis à l'intersection donc de ces deux demi-droites, on va pouvoir repérer donc le volume équivalent. Alors, on va essayer de voir maintenant pourquoi on a cette variation donc, de pente pour les deux demi-droites. Donc, avant l'équivalence, eh bien, dans notre bécher, nous avons des ions Ag+, et des ions NO3-. Au cours du dosage, la quantité d'ions Ag+, va diminuer. La quantité d'ions NO3-, elle, va rester la même puisque ces ions-là ne réagissent pas. Si on regarde pour les ions Na+ et Cl-, eh bien, comme on verse au fur et à mesure donc, cette solution de chlorure de sodium, ben, la quantité d'ions Na+, elle, va augmenter au cours donc, du dosage. Et la quantité d'ions Cl-, elle, ne variera pas. On ne va pas trouver d'ions Cl- dans la solution, puisqu'ils auront tous réagi avec les ions Ag+. On a donc d'un côté les ions Ag+, dont la quantité va diminuer, et les ions Na+, dont la quantité va augmenter. Alors pour voir comment varie la conductivité de la solution, il va falloir s'intéresser maintenant aux conductivités molaires ioniques de chacun des ions. Et si on regarde bien ici, on peut constater donc que la conductivité des ions Ag+, 6,19 millisiemens mètre carré par mol, et la quantité des ions la conductivité molaire ionique des ions Na+, celle des ions Na+, est plus faible que celle des ions Ag+. Donc en fait, la conductivité de la solution du coup va diminuer. Donc pour résumer, avant l'équivalence, les ions Ag+ sont remplacés par les ions Na+, mais la conductivité molaire ionique des ions Na+ étant plus faible que celle des ions Ag+, mais la conductivité de la solution va diminuer. Regardons maintenant après l'équivalence. Donc les ions Ag+, mais ils ont totalement disparu, il n'y en a plus, hein, puisqu'on est après l'équivalence, ils ont totalement réagi. Les ions NO3-, eh bien, il y en a toujours la même quantité, celle qui était au départ, elle n'a pas varié. Et les ions Na+ et Cl-, eh bien, les ions Na+, leur quantité continue d'augmenter, puisqu'on continue à verser, et les ions Cl-, de la même façon, leur quantité va continuer à augmenter. Ce qui fait que, de façon globale, eh bien, la conductivité de la solution augmente. Ce qui nous permet de bien justifier effectivement l'évolution de la conductivité de la solution au cours du titrage. Alors pour finir, je vous propose un petit exercice. À votre avis, lorsque l'on va réaliser le dosage conductimétrique d'une solution de soude par une solution d'acide chlorhydrique, quel type de graphique est-ce que l'on va obtenir? Donc, si vous voulez avoir un peu de temps pour réfléchir, vous pouvez mettre sur pause, sinon je vais vous donner la solution. Alors, analysons un peu ce qu'il y a dans nos différentes solutions. Si on prend la solution d'acide chlorhydrique, donc elle contient de l'eau bien sûr, et des ions H3O+, et des ions Cl-. La solution de soude contient elle aussi de l'eau, et des ions HO- et des ions Na+.
Donc, qu'est-ce qui va réagir ici entre les deux? Eh bien, ce sont donc les ions H3O+, qui vont réagir avec les ions HO- et former deux molécules d'eau. Alors, faisons l'analyse un peu de ce qu'il y a dans notre bécher. Donc, nous allons regarder ce qu'il y a avant l'équivalence. Donc, avant l'équivalence, on a des ions Na+, et des ions HO-. Les ions Na+, ne réagissant pas, mais leur quantité reste la même. Et les ions HO-, leur quantité va diminuer au cours de la réaction. Et pour ce qui est des ions H3O+, et Cl-, bien les ions H3O+, eh bien, on ne va pas en trouver dans le bécher, puisque chaque fois qu'ils vont tomber, ils vont être versés de la burette, ils vont réagir avec les ions HO-. Les ions Cl-, eux, vont augmenter. La quantité d'ions Cl- va augmenter. Alors on va regarder un petit peu maintenant ce qui se passe au niveau des conductivités molaires ioniques. On constate que les ions HO- ont une conductivité molaire ionique qui est plus importante que celle de Cl-. Donc on peut s'attendre donc à ce que la conductivité de la solution diminue. Regardons maintenant ce qu'il se passe donc après l'équivalence. Donc les ions Na+, ben, leur quantité ne varie pas. Les ions HO- maintenant, il n'y en a plus du tout, ils ont tous réagi avec les ions H3O+. Et en ce qui concerne les ions H3O+, et Cl-, ben, leur quantité va augmenter. On va donc avoir la conductivité de la solution qui va augmenter. Si on regarde donc nos différents graphiques qui sont proposés, c'est le premier graphique, celui qui est en haut à gauche, qui correspond donc à l'évolution de la conductivité de la solution au cours du titrage. Voilà, ce cours est terminé. Au revoir, à bientôt.